Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Maître Sophie Mongis pour parler de droit, de vidéo, de musique, mais surtout des situations très concrètes rencontrées par les entreprises et les professionnels de la communication. L'objectif, c'est de vous apporter des repères pour mieux comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'il vaut mieux éviter et comment sécuriser ses productions audiovisuelles. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Nicolas. Et avant de rentrer dans le sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors moi je suis avocat au barreau de Tours. Voilà, j'ai prêté serment en 2017 et donc j'ai choisi de m'installer à Tours en exercice individuel. Voilà. Et mes matières d'intervention principales sont le droit de la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle qui est composé de deux branches, le droit de la propriété industrielle, tout ce qui va être marque, brevet d'innovation, et la propriété littéraire et artistique qui protège le droit d'auteur, les dessins et modèles, tout titre de propriété littéraire et artistique. Il y a également des matières à la périphérie, le droit du spectacle vivant, le droit commercial, le droit civil bien sûr avec le droit des contrats. Et j'interviens en conseil, en contentieux, même si on fait tout pour éviter le contentieux dans ces matières, mais c'est principalement du conseil auprès des entreprises, des porteurs de projets, des établissements culturels, des artistes, voilà. D'accord. Donc voilà, c'est mes Donc matières vous intervenez, d'intervention. j'imagine, sur toute la France? Toute la France, absolument, et puis D'accord. aussi à l'international sur les types de contrats, des grosses productions par exemple musicales, audiovisuelles qu'on peut monter pour conseiller justement les porteurs de projets de ces types de productions. Bon, alors on va rentrer tout de suite dans le droit, dans le sujet avec Oui. le droit à l'image des salariés. Dans quel cas une autorisation une autorisation écrite est-elle juridiquement indispensable et qu'est-ce que doit contenir ce droit à l'image? Je vais vous dire tout le temps. À partir du moment où vous exploitez l'image de quelqu'un, qu'il soit majeur, mineur, peu importe, vous devez avoir son autorisation. Bon. Alors soit on fait signer une autorisation générale du salarié quand il entre dans l'entreprise, mais cette autorisation générale, par exemple dans le contrat de travail, ne serait pas forcément suffisante. Si vous faites un projet dans le cadre, par exemple, d'une communication institutionnelle, une communication commerciale pour votre entreprise et que là, l'image de votre salarié est fixée, il convient vraiment de lui demander une autorisation spécifique qui sera donc, comme vous le dites, passée par écrit et on va bien circonstancier cette autorisation. Quel va être le temps d'exploitation? Quelle va être la zone géographique? Est-ce que ça va être le monde entier, par exemple, dans le cadre d'une diffusion sur l'Internet? Est-ce que cette session est faite à titre gratuit? Et surtout, quels vont être les supports d'autorisation possibles? Si par exemple je vais faire une communication audiovisuelle, c'est pas la même chose que si je souhaite projeter par exemple cette captation dans le cas par exemple d'un festival d'entreprise. Donc vraiment les modalités d'exploitation doivent être très précisément définies pour que l'autorisation soit valable. Concrètement, si on fait signer un droit à l'image à l'entrée du salarié en même temps qu'on lui fait signer son contrat de travail, ça ne suffit pas? Non. Et on se méfie des autorisations trop larges, vraiment, qui seraient D'accord. données. Elles pourraient être remises en cause par le salarié. Ok. Voilà. Donc, gérer la meilleure des autorisations, ça sera toujours la plus précise, la plus circonstanciée. Et vous disiez donc qu'il y avait beaucoup de précisions à apporter dans cette autorisation. Oui. Il y a notamment, j'imagine, elle est définie dans le temps. Oui. Pas de, alors on pourrait dire une session perpétuelle, mais vraiment pouvoir l'acadrer peut-être de manière illimitée. Pour autant, si on l'acadre de manière illimitée, c'est bien de préciser justement les territoires d'exploitation et les supports utilisés. C'est quoi le risque si on ne fait pas signer ce droit à l'image? C'est une violation de notre fameux article 9 du Code civil où l'atteinte au respect de la vie privée est en cause. Voilà. Donc le salarié pourrait agir sur ce fondement juridique et mettre en cause la responsabilité de l'employeur. Par exemple, si je filme un salarié qui m'a dit à l'oral qu'il était d'accord, ça vaut rien. En fait. On se méfie des autorisations orales. Alors, même s'il n'y a pas la même exigence que dans le droit de la propriété intellectuelle où on exige vraiment une fixation par écrit de l'autorisation, vraiment une autorisation orale, en qualité d'avocat, juriste, je ne peux pas vous conseiller, vous recommander, vous contenter d'une seule autorisation orale. Par exemple, je suis une entreprise, je vais faire appel à un prestataire vidéo pour réaliser un film. Qui doit faire signer ce droit à l'image? Qui s'engage par rapport au salarié qui va être filmé? Ça sera toujours vous en qualité de diffuseur. Même si vous faites appel à un prestataire, cette équipe, cette agence de communication audiovisuelle qui va vous réaliser la captation, vous faites un contrat avec cette agence par exemple, il y aura une clause dans le contrat qui dit bien que l'agence vous garantit la jouissance paisible des droits cédés, que l'agence a bien sollicité les autorisations auprès des personnes filmées. Pour autant, en qualité de diffuseur, ça sera toujours vous qui serez responsable des différentes
différentes autorisations. Alors, vous aurez un recours récursoire contre l'agence audiovisuelle, c'est-à-dire que vous pourrez vous retourner contre elle au titre du contrat. Pour autant, devant les personnes qui n'ont pas donné leur autorisation au titre du droit à l'image, c'est votre responsabilité qui sera engagée en premier front, si vous voulez. Concrètement, moi, en tant qu'entreprise, je peux demander à mon prestataire de faire signer le droit à l'image en mon nom. Oui, vous pouvez, exactement. Pour autant, si vous voulez, ça ne sera pas l'entreprise qui réalisera, qui sera responsable. Ça sera bien vous en qualité de diffuseur. Ok, très bien. Donc quand l'entreprise dit c'est pas moi, c'est mon prestataire audiovisuel qui aurait dû demander les autorisations, non, c'est bien vous en qualité de diffuseur, quoi. Ces images qu'on va utiliser, qu'on va prendre lors d'un reportage vidéo, est-ce que je peux les réutiliser pour un projet qui aurait un message, un usage de communication similaire, ou est-ce que je dois informer le salarié à chaque fois que je vais réutiliser? J'ai envie de dire, tout dépend de ce qui est prévu dans le contrat. Si dans le contrat, vous avez simplement une communication interne pour les besoins de l'entreprise, pour faire un teaser pour un événement entre salariés par exemple, et que le salarié n'a donné son autorisation que pour cet usage-là, si vous voulez, vous ne serez pas donc habilité, autorisé à faire une exploitation autre. Donc tout dépend de ce qui est prévu dans l'autorisation initiale. D'accord. Voilà. Donc attention à ce qui est signé, à ce qui est régularisé. Si jamais j'ai un autre projet d'exploitation, ne pas hésiter à vérifier ce qui a été signé, consenti en premier lieu, et à faire re-signer une nouvelle autorisation pour ce nouveau projet. Maintenant, je vais me placer d'un point de vue salarié. Oui. J'ai signé le droit à l'image, je suis d'accord pour être filmé. Et puis, quand je vois la vidéo, soit le rendu ne me plaît pas, soit je ne suis plus en phase avec mon entreprise. Est-ce que je peux dire, non, je retire mon consentement? On peut toujours revenir sur une autorisation donnée, ce qui est assez inconfortable, notamment pour le diffuseur. Pour autant, il faut quand même que, en qualité de salarié, vous mettiez en œuvre un intérêt légitime. Intérêt légitime à solliciter ce retrait de l'autorisation donnée. Est-ce que ça me porte un préjudice? Est-ce que dans le cadre de cette communication, ça porte atteinte à mon honneur, à ma réputation éventuellement? Mais il faut qu'il y ait un intérêt légitime. Si jamais il y avait un contentieux et que le juge était saisi, il mettrait en balance les intérêts légitimes du salarié et effectivement la sécurité juridique du diffuseur pour maintenir l'autorisation donnée. Sinon, ça serait très incertain si n'importe quel salarié pourrait revenir pour tout motif sur l'autorisation. Alors, on a parlé du cas individuel des salariés. Oui. On va prendre une autre dimension, plus collective, on va dire. Oui. On va parler des événements professionnels au grand public. Oui. Comment on fait pour gérer le droit à l'image sur ces événements quand on prend des images d'ambiance et où on va forcément reconnaître les personnes? Comment moi, en tant qu'organisateur de ce type d'événement, je peux gérer le droit à l'image? Vous avez pointé vraiment quelque chose de fondamental. Est-ce que les personnes du public vont être reconnaissables, identifiables? C'est-à-dire que quand je vais prendre une image, un plan large, et que les personnes ne sont pas identifiables de manière personnelle, ici, une autorisation globale serait tout à fait suffisante. Typiquement, dans le cadre de votre événement, dans le cadre de l'achat des billets, s'il en est, vous allez préciser que des images, des photographies pourront être prises, une captation pourra être réalisée et qu'à cet égard, le consentement de la personne est donné en achetant son billet. Le billet vaut contrat, si vous voulez. D'accord, donc ça c'est déjà la base. C'est exactement, le régime de base, exactement. Okay. En revanche, si la personne va être identifiable, reconnaissable, par exemple sur un plan où on voit vraiment une personne du public identifiée, là il conviendra d'avoir une autorisation particulière. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas facile, effectivement. Donc il y a quand même une tolérance, mais il est vrai que par exemple si je vais faire une affiche, un support de communication à titre commercial avec une personne vraiment identifiée, là il serait de bon ton de solliciter l'autorisation. Alors en pratique, comment je vais retrouver cette personne ? Bon. Donc généralement, on va plutôt se contenter de plans larges avec la foule plutôt que des personnes qui seraient précisément identifiées. Et vous disiez à l'instant que la première chose, c'était d'informer effectivement à l'achat du billet. Est-ce que rajouter cette mention avec un système de cases à cocher sur des formulaires quand on s'inscrit, ça vaut quelque chose? Oui, tout à fait. Le fait de faire des cases pour des modalités peut-être plus pratiques, pour la meilleure compréhension aussi des personnes, des participants, plutôt que des clauses juridiques qui ne seraient pas forcément très intuitives dans leur lecture, ça peut tout à fait valoir un corps contractuel. Ok, très bien. Tout à fait. Gérer vraiment un contrat, dans les conditions de validité, il faut que l'objet soit suffisamment précis, que le consentement soit bien rempli et que la capacité des personnes soit bien, si vous voulez, remplie également. Mais en soi, ça peut parfaitement valoir contrat et autorisation valide. Et donc, quand on souhaite recueillir des témoignages de visiteurs ou d'un salon, ce genre de choses, il faut leur faire signer une autorisation spécifique. Exactement. Voilà. Parce que l'interview,
là, on a vraiment l'image de la personne qui va être fixée sur la captation et donc dans quel cadre je vais pouvoir utiliser cette captation réalisée. Donc là, oui, une autorisation spécifique sera tout à fait nécessaire à avoir. Quel que soit l'usage qu'on va faire de cette vidéo. Parce que par exemple, là, on a parlé effectivement d'entreprise, enfin d'usage, on va dire, commercial. Mais par exemple, on voit à la télé des personnes qui sont interviewées comme ça. Tout à fait. Là aussi, Tout à fait. Même à titre d'information, l'autorisation des personnes est nécessaire. C'est-à-dire que les journalistes sollicitent bien l'autorisation des personnes interviewées. Toujours. Vous en avez parlé tout à l'heure, le cas des enfants mineurs. Oui. Par exemple, on va reprendre les événements grand public, type salon d'orientation, ce genre de choses. Si je veux interviewer un futur étudiant mineur, comment je dois faire? Même mineur, mais tout proche de la majorité, l'autorisation des représentants légaux sera toujours nécessaire pour que l'autorisation soit valide. Voilà. D'accord. On pourrait, une remise en cause pourrait avoir lieu si justement l'autorisation des représentants légaux n'a pas eu lieu. Bon. Donc attention. Les écoles, notamment post-bac, font de plus en plus de communication sur les réseaux sociaux. Alors en post-bac, en général, on a des étudiants qui sont majeurs, mais pas tout le temps. Là, c'est pareil. Aussi. La première question à poser à la personne, à ce jeune que vous interviewez, donc sur lequel vous réalisez la captation, c'est de solliciter effectivement l'âge et la carte d'identité de ce dernier. Bon. Et le cas échéant, s'il est mineur, il faudrait avoir cette autorisation parentale. Bon, et on sait que c'est très contraignant en pratique pour les besoins pratiques du tournage. Donc l'autorisation, elle pourrait être donnée, a posteriori, en disant voilà, on réalise le tournage et merci de me communiquer par mail l'autorisation pour que je puisse diffuser. D'accord. Il faudrait, une fois que l'image a été fixée, ça va être l'autorisation pour la diffusion de cette dernière. Donc on peut s'en sortir comme ça en pratique. Mais c'est vrai que dans la méthodologie, ça va être vraiment être précisément informé de l'âge du mineur ou du majeur et le cas échéant, demander l'autorisation des parents avant de réaliser tout projet. D'accord. Oui, donc ça pourrait être une solution là, pour les personnes qui vont écouter ce podcast. C'est de recueillir les emails et d'obtenir le droit Exactement, à l'image tout à fait, okay, c'est ça. Parce qu'on n'est pas sûr de la matière qu'on va utiliser, donc on n'est pas forcément sûr que ça va être l'image, l'interview de ce jeune qui va être exploité. Donc voilà, une régularisation a posteriori, c'est vraiment une bonne pratique. Très bien. Je dis bien une régularisation a posteriori, pas post-diffusion, mais post-fixation de l'image. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Alors maintenant, on va parler du droit à l'image des biens. Je souhaite filmer la mairie de Tours pour promouvoir mon entreprise, pour dire que je m'installe à Tours. La mairie de Tours ou un autre monument historique de Tours. Est-ce que j'ai le droit ? Oui. Parler du droit à l'image des biens, en fait, ça ne convoque pas ce fameux droit à l'image comme nous en qualité de personnes privées protégées par le droit au respect de la vie privée, le Code civil. Ça serait le droit de la propriété intellectuelle qui protégerait l'auteur du bâtiment architectural et notamment l'architecte. Alors, votre exemple pour la mairie de Tours est bon. Première chose, c'est, sauf erreur, Victor Laloux, qui doit être décédé autour de 1930-1937, pour être très très précis. On sait que les œuvres protégées par le droit d'auteur protègent l'auteur toute sa vie et 70 ans après sa mort. Donc, la mairie de Tours, de Jean Laloux, tombée dans le domaine public au niveau des droits patrimoniaux, je n'aurais pas à solliciter l'autorisation des ayants droit de Jean Laloux. Ça serait quand même très contraignant à faire. Et deuxième, fondement, outre le fait que l'œuvre architecturale soit bien tombée dans le domaine public, c'est qu'on a une exception de panorama, qui font partie des exceptions au droit d'auteur. Je n'ai pas à solliciter d'autorisation dans la mesure où mon objet, mon plan ne va pas être cette œuvre architecturale, ça va être effectivement vous qui va aller être filmé en plan fixe et derrière la mairie de Tours par exemple. Et donc cette fameuse exception de panorama fait qu'on n'aura pas à solliciter les autorisations soit des auteurs, soit des propriétaires des bâtiments publics. Très bien. Donc, si je reprends un autre exemple, si je prends un bâtiment plus moderne, qui vient d'être construit, là, par contre, il faut que j'aille solliciter l'autorisation de... Oui, alors, prenons Citémam dans lequel nous nous trouvons. Les architectes et notamment Jean Prouvé, ici, il est fort possible que l'œuvre ne soit pas tombée dans le domaine public au regard de ses droits de propriété intellectuelle. Alors il faudrait voir dans quel cas de figure, est-ce qu'il s'agit d'une œuvre collective, dans ces cas-là les droits appartiennent plutôt à la personne morale qui a commandité l'œuvre. Donc si vous voulez, si l'œuvre architecturale n'est pas tombée dans le domaine public, effectivement il convient de solliciter les autorisations. Sauf si vous êtes dans cette fameuse exception de panorama et qu'il n'y a pas une exploitation commerciale de l'image du bâtiment qui est faite. Si par exemple
exemple, je fais des photographies de MAM et que je vais vendre ces photographies en faisant des cartes postales ou en faisant une exposition en vendant mes photos, là, je suis dans le cadre d'une exploitation commerciale et il convient de solliciter l'autorisation. La fameuse exception de panorama ne pourra pas jouer. Si je veux aller prendre une photo de MAM pour illustrer le propos que vous êtes en train de tenir, je dois alors demander l'autorisation pour diffuser cette photo dans le podcast. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que dans ce podcast, on se situe ou pas à titre commercial? Voilà. Dans quel cas, Là, voilà. D'accord, Voilà. oui, effectivement. Parce Tout à que fait. vu qu'on n'est pas dans un titre commercial, mais dans un titre informatique, Exactement. je peux l'utiliser. Oui. Ça va vraiment être ce seul cas de figure où la dimension de commercial va être importante. Une entreprise qui va me demander un plan drone de son bâtiment, fatalement, en drone, on verra les bâtiments voisins, que ce soit des bâtiments professionnels ou alors peut-être même des maisons de particuliers. Oui. Comment est-ce que ça se gère? Alors, première chose, ai-je bien un certificat de vol? Bon, voilà, moi je ne suis pas spécialiste sur la question, vous voyez, du vol des drones, et également une autorisation de la Direction générale de l'aviation civile. Voilà. Donc ça, première chose, si je suis bien habilitée à pouvoir faire voler mon drone. Pour ce qui est de l'image prise de manière incidente des bâtiments voisins, et notamment des bâtiments qui seraient propriété d'un syndicat ou de maisons de personnes privées, il y a une tolérance, fort heureusement. C'est-à-dire que si je fais voler mon drone et que par incident, on a bien ces maisons, ces bâtiments qui sont filmés, il y a un régime quand même de tolérance qui est applicable. En revanche, si mon drone va filmer la maison, le jardin, avec un plan sur la propriété privée et notamment des personnes qui se situent dans le jardin, là, on évite. Voilà. On a tendance dans les bonnes pratiques, si vous voulez, à cutter, là ici, l'intérieur des monuments, enfin des bâtiments, des propriétés privées. Oui, donc là, on est dans le cas où volontairement, on filmerait un... Oui. D'accord. Je dirais volontairement, mais quand le cas échéant, quand on va filmer et que le plan, on a précisément l'intérieur, par exemple, du jardin d'une personne privée, on s'abstient. D'accord. Encore une fois, pour éviter toute revendication.